Bonjour, bienvenue au Hub des Territoires. Nous sommes ravis de vous accueillir cet après-midi pour ce café du Hub sur les plateformes territoriales de réemploi de matériaux. Un café du Hub organisé en partenariat avec l'Union sociale pour l'habitat. Donc nous sommes ravis de vous accueillir en ligne et nous sommes ici réunis en plateau, tous les intervenants et certains en duplex en région. Quelques mots tout d'abord pour démarrer sur le Hub des Territoires. Le Hub des Territoires, c'est le nouvel espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. C'est un lieu et un dispositif qui a pour mission d'inspirer, de concrétiser et de nous rassembler partenaires, collectivités, bailleurs, membres de l'écosystème des acteurs territoriaux autour de formats, d'ateliers, de webinaires, de rencontres, de networking, avec notamment une programmation ouverte à tous, programmation que vous pouvez retrouver en ligne sur notre espace Hub des Territoires sur banquedesterritoires.fr. Le lien va être mis dans le chat et surtout pour suivre notre actualité, ne manquez pas de vous abonner à notre newsletter mensuelle. Alors aujourd'hui, nous allons parler économie circulaire, construction bas carbone, avec des retours d'expérience très concrets et des solutions innovantes autour des plateformes territoriales de réemploi de matériaux. Un format, un café du Hub qui va être animé par Véronique Velez de l'Union sociale pour l'habitat. Et Véronique, je te laisserai par la suite te présenter. Ainsi qu'Alexandra Chamberlain de la Banque des Territoires qui est chargée d'investissement dans notre direction de l'investissement. C'est un sujet bien évidemment ce réemploi des matériaux, le sujet des déchets du BTP et de l'économie circulaire, et bien entendu un sujet qui nous tient à cœur à la Banque des Territoires. Nous avons plusieurs collaborations et projets avec des plateformes comme Valo en Grand Est, que vous aurez l'occasion d'écouter un petit peu plus tard dans cette table ronde. Également Cycle Up, qui est une émanation, une initiative qui émane du groupe Caisse des dépôts. Et puis une stratégie assez volontariste sur le sujet qui va se déployer en 2022. Eh bien, je te laisse la parole, peut-être Véronique, pour nous en dire un peu plus sur ce moment Hub Café. Absolument, merci Cécile. Je suis ravie d'être ici au Hub des Territoires, donc je découvre l'espace. Bonjour à toutes et tous. Je suis donc Véronique Velez, responsable d'innovation et prospective au sein de la direction de la maîtrise d'ouvrage à l'Union sociale pour l'habitat. Et donc, on va parler ce soir là des déchets du BTP qui deviennent des ressources. Et c'est vraiment l'objet de ce café du Hub, et on va voir que ça modifie complètement les process pour construire et pour rénover, notamment des logements. On produit, nous, en tant qu'organisme HLM, plusieurs millions de tonnes de déchets dans les projets de déconstruction et de rénovation de logements. Donc, comment peut-on éviter d'avoir ces déchets et finalement de les recycler et même de les réemployer quand on est maître d'ouvrage HLM? Comment les territoires impulsent ces démarches et les pilotes? Et comment sont gérés ces stocks de matériaux ou d'équipements? Donc on va voir 3 exemples dans ce café du Hub sur 2 régions, en Île-de-France et en région Grand Est. Donc je vais tout de suite appeler les intervenants de la première séquence. Alors je me permets juste peut-être d'ajouter que si vous avez des questions, il y aura des séquences questions-réponses après chacun des témoignages. N'hésitez pas à poser ces questions dans le chat. Également, nous serions ravis que vous puissiez témoigner d'expériences similaires sur votre territoire ou dans votre société. Auquel cas, vous pouvez vous manifester dans le chat en indiquant que vous souhaitez témoigner et on vous donnera la parole. Il suffira d'ouvrir votre micro et votre caméra et vous pourrez intervenir. Merci beaucoup et effectivement,
je laisse la place à nos grands témoins. Merci Cécile. Donc j'invite les Lucas Colombiès, Seine-Saint-Denis Habitat, me rejoindre, et Adriane Deboutière, donc de Métropole du Grand Paris. Et puis on a aussi en visio, j'accueille Camille Saint-Jean, qui est chef de projet du bureau d'études de Néo Eco et qui est basé à Lille. Et bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Lucas. Et bonjour Adriane. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, donc là on va être sur l'Île-de-France et notamment sur la Seine-Saint-Denis. Première question pour vous Lucas, puisque à Seine-Saint-Denis Habitat, vous produisez beaucoup de déchets avec combien, 15 NPNRU, c'est ça? 15 projets en rue qui se clôturent ou qui ont été clôturés et 15 NPNRU qui démarrent. Ah oui, donc c'est plusieurs millions de tonnes de déchets qui sont produites et pourtant vous allez nous présenter une opération de déconstruction, on dit plus démolition, aussi démolition, zéro déchet à Romainville. Alors c'est quoi exactement une opération, une démolition zéro déchet? Alors effectivement, on parle plus de démolition, on parle de déconstruction puisqu'on vise à valoriser l'ensemble, donc 100% des matériaux qui vont quitter une opération de démolition. Donc concrètement, Lavoisier disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est exactement ce qu'on essaye d'appliquer sur cette opération de démolition. Où dans le cadre de la déconstruction de 66 logements, on a cherché à valoriser d'abord en réemploi, puisque c'est évidemment le plus vertueux sur le plan environnemental, des choses très concrètes, donc du béton qui est transformé en revêtement de sol, des mains courantes qui vont être les futures clôtures d'un parc public dans le cadre du projet urbain, des éléments de seconde œuvre qui vont être réemployés dans des logements appartenant à Seine-Saint-Denis Habitat, des marches granito qui ont été cédées à la ville de Paris pour réaliser le revêtement de sol d'une opération qui s'appelle le pavillon des canaux, qui est en cours de construction. Voilà, j'en passe d'autres applications. Donc c'est vraiment aller chercher l'élément le plus vertueux, qui est la réemployabilité des déchets qui quittent l'opération de déconstruction sur d'autres opérations. Et pour tout ce qui n'a pas d'exutoire en réemploi, de chercher des formes de recyclage sur le territoire pour en faire bénéficier les opérations du projet urbain ou des opérations d'aménagement voisines. Donc tout disparaît, là, tout ce qu'on voyait sur la première diapo, il n'y a plus de déchets, tout est alors soit réemployé, c'est pas des déchets effectivement, on est en amont, soit dans les déchets, c'est recyclé, réemployé, etc. Voilà, les seuls déchets qui quittent le site, ce sont les matériaux amiantés ou pollués qui, pour l'instant, n'ont pas d'exutoire possible en réemploi. Alors peut-être Camille Saint-Jean, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est quelque chose qui est devenu courant ou c'est encore un peu exemplaire ou un démonstrateur? Et quelles sont les obligations actuelles et puis celles à venir pour les maîtres d'ouvrage et notamment les maîtres d'ouvrage HLM? Alors pour moi, ce sont encore des démarches très exemplaires. On en est encore au début. On sent qu'il y a une forte lame de fond qui commence à arriver et notamment aussi du fait du contexte réglementaire dont je vais parler dans quelques secondes. Mais effectivement, ça reste encore une opération très, très exemplaire et j'allais dire voilà, très originelle, entre guillemets, et qui va vraiment chercher des éléments voilà, vraiment pour être dans une démarche très vertueuse. Donc sur le contexte réglementaire, il y a vraiment énormément de réglementations qui sont apparues ces derniers mois et ces dernières années, avec des décrets qui sont parus très d'ici les derniers mois précédents. Donc en fait, on a d'abord la loi AGEC qui est parue il y a quelques temps, mais dont les décrets sont parus il y a quelques mois, qui vise donc des objectifs de valorisation de la valorisation des déchets du BTP, donc avec 70%, des réductions de mise en centre d'enfouissement, et puis le diagnostic PEMD, donc, dont les décrets sont parus en juin, qui ont pour but d'aiguiller les différents flux à déconstruire en respectant la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Donc, comme le disait tout à l'heure Lucas, avec d'abord le réemploi, enfin l'évitement si on peut, là c'est pas le cas dans les quartiers NPNRU, mais en tout cas l'évitement, le réemploi, la réutilisation, le recyclage et ensuite les voies plus classiques qui ne sont pas de la vraie valorisation, dans le centre d'enfouissement et d'incinération.
Et puis donc l'identification des filières sur le territoire justement pour pouvoir traiter ces déchets selon cette hiérarchisation. Donc ça se fait avant le chantier. Ensuite, le tri des déchets à la source avec le fameux décret 6 flux, hein, où on doit trier donc le papier, le bois, les fractions minérales, les métaux, le verre, le plastique et le plâtre, avec une collecte séparée du coup de ces déchets pendant le chantier. Une traçabilité renforcée et puis la mise en place de la filière REP bâtiment, hein, qui devrait arriver en janvier prochain. Donc voilà, ce sont des éléments que la loi AGEC a mis en place. Il y a aussi du côté plutôt, cette fois, construction, la RE 2020 qui du coup, qui va être mise aussi en application en 2022 et qui est une réglementation environnementale des bâtiments neufs avec un prisme vraiment fort sur le changement climatique, qui introduit la notion d'ACV dynamique, et qui privilégie donc les matériaux biosourcés, le bois et les matériaux réemployés, puisque ceux-ci sont considérés comme ayant un impact nul en termes d'analyse de cycle de vie. Et donc, ça permet vraiment de réduire l'empreinte environnementale du projet de construction ou de rénovation. Camille, est-ce que sur le projet de Romainville, pardon, vous avez mesuré l'empreinte carbone ou c'est trop tôt? Alors, on a commencé avec la démarche de réemploi. Absolument. En fait, donc notre partenaire Cycle de Ville, qui est en charge des pavés justement réemployés, est en train de réaliser une analyse de cycle de vie sur ces pavés. Pour l'instant, comme en fait, on a une espèce de trame méthodologique préfigurée et qui sera complétée par des chiffres réels pendant le chantier et donc finalisée à la fin du chantier. Et cet ACV sera effectivement disponible ensuite à la fin du chantier. Je finis juste un élément. Oui. Juste un élément peut-être aussi sur le dernier élément de réglementation avec la loi climat et résilience, voilà, qui lui est plutôt sur les aspects isolation, mais qui est aussi une forte obligation pour les maîtres d'ouvrage HLM. Voilà. Oui, pour répondre à ta question, NeoEco réalise une analyse en cycle de vie, notamment pour mesurer l'impact carbone de cette opération de réemploi dans le projet urbain. Pour être très concret sur l'impact carbone des opérations de réemploi des matériaux qui sont réemployés par Seine-Saint-Denis Habitat, c'est plus de 78 000 kg de CO2 qui sont évités en mettant en œuvre ces opérations de réemploi. Donc 78 000 kg, ça parle pas à grand monde, mais l'équivalent, c'est 78 allers-retours Paris-New York en avion. Voilà, pour un chiffre qui est un petit peu représentatif et qui montre l'impact d'une démarche de réemploi, si petite soit-elle, à l'échelle d'un territoire. Alors, pareil, question à tous les deux, Lucas et Camille. Comment faites-vous concrètement? Est-ce que les matériaux réemployés, recyclés, vous les vendez, vous les stockez sur place? Est-ce qu'il y a des questions de traçabilité et d'assurance que vous avez résolues? Peut-être Lucas? On les vend, on les donne, les deux pour l'instant, puisqu'on structure des filières, donc on a des réponses qui sont différenciées en fonction des preneurs. Pour des structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire locale, on peut être amené à donner les matériaux. Pour d'autres maîtres d'ouvrage, on est amené à les céder. On les cède pour l'instant à prix coûtant, c'est-à-dire qu'on équilibre les surcoûts de déconstruction et ça fonde le prix de vente du matériau. Donc on n'est pas encore dans quelque chose qui vise de la rentabilité. Maintenant, à moyen ou long terme, c'est évidemment l'objectif de valoriser aussi économiquement. Donc les deux, on donne, on vend, et dans tous les cas, on l'encadre par un contrat de cession, quel que soit le prix de cette cession, parce que ce contrat marque les responsabilités vis-à-vis des matériaux qui deviennent donc des produits, d'une part, et puis assure la traçabilité nécessaire. Très bien. Est-ce que, en dehors de cette empreinte carbone, est-ce qu'il y a d'autres impacts positifs sur ces projets de réemploi? Alors, sur cet exemple de Romainville, notamment, vous parliez de l'emploi local. C'est la principale externalité positive qu'on cherche à avoir sur un territoire, en plus de l'impact carbone évidemment, c'est de développer l'emploi local, puisque le réemploi crée de l'activité de transformation de la matière en vue d'un réemploi, et que cette activité, elle relève tout à fait des compétences des structures de l'économie sociale et solidaire locale. Donc concrètement, ce sont elles qui récupèrent les matériaux, qui les transforment sur site en vue de leur réemployabilité dans le projet urbain. Donc oui, c'est la principale des externalités positives, c'est de créer de l'emploi local.
Juste, je reviens, est-ce qu'il n'y a pas des freins des habitants ou des futurs habitants qui vont loger dans ces logements rénovés et qui n'ont pas de matériaux neufs? Est-ce qu'il y a pas, est-ce que pour eux, ça peut être, est-ce que c'est pas un peu dévalorisant? Comment ils le prennent? Il y a parfois, pas toujours, mais parfois des idées préconçues par rapport au réemploi. On entend dans certains quartiers des habitants nous dire pourquoi nous, on a du mobilier de seconde main, et vous feriez pas la même chose à Versailles. Pourquoi dans Seine-Saint-Denis, on fait ça? Donc ça mérite beaucoup de sensibilisation, d'explication de ce qu'on fait. Et je pense que une fois que c'est réalisé et qu'on prouve que la qualité est là, c'est-à-dire que le réemploi ne déprécie pas un projet, bien au contraire, il peut avoir une grande qualité architecturale, par exemple, sur certains sujets. Les gens comprennent du coup l'effet positif. Et puis le deuxième sujet, c'est que le développement durable s'impose aujourd'hui dans les discussions. Et on comprend assez facilement, quand on est sur un territoire, l'idée de réemployer des matériaux qui gardent une qualité plutôt que d'aller chercher de la matière neuve. Et donc les habitants se retrouvent aussi autour de cette idée-là. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Je vais revenir vers vous dans un instant, mais je voulais avoir la réaction d'Adriane sur ce que vous venez de présenter. Qu'est-ce que ça vous inspire, puisque vous êtes chargé de mission économie circulaire à la métropole du Grand Paris? Voilà, est-ce que c'est une opération classique pour vous? Non, Camille l'a bien dit, c'est pas une opération classique. C'est une opération tout à fait exemplaire qu'il faut souligner. Il y a un travail très important qui a été effectué sur les boucles les plus courtes, les plus locales de l'économie circulaire, donc celles qui ont le plus de valeur ajoutée sur le plan économique, social, environnemental, en travaillant sur le réemploi. Il y a une vraie dimension d'innovation aussi, avec du travail de réemploi sur des matériaux du gros œuvre. Ce n'est pas des choses qu'on a pu aujourd'hui identifier ailleurs. Donc c'est une opération exemplaire. Après, Camille le disait, il y a une lame de fond, il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui commencent malgré tout à s'y mettre. Derrière, il y a un véritable enjeu environnemental. On ne va pas faire de catastrophisme, mais le dernier rapport du GIEC nous a remis une fois de plus cet enjeu devant nous, avec une urgence véritable à la transition et derrière, on le voit, des vraies opportunités sociales de création d'emplois sur les territoires. Et derrière, des enjeux économiques également. Hein. Le prix des matières, en ce moment, s'envole. Donc aujourd'hui, c'est peut-être encore difficile à rentabiliser. Ça va le devenir très vite. Et si on n'a pas ces filières qui sont prêtes, ça risque aussi de poser des vraies questions et des vraies problématiques économiques. Mais alors vous, Adriane, donc votre rôle, vous mettez en place, vous animez les acteurs pour mettre en place des plateformes de physique et des plateformes numériques sur le territoire du Grand Paris. Est-ce qu'alors, dites-nous sur les plateformes physiques, il y en a combien? Il y en a beaucoup, les plateformes numériques? Alors effectivement, c'est un enjeu qui est aujourd'hui au cœur des priorités de la métropole au niveau de sa politique d'économie circulaire et de développement économique durable. C'est encore le démarrage, hein, faut pas se le cacher sur cet enjeu. Il y a des plateformes, on va en avoir des exemples juste après, typiquement avec CycleUp, hein, qui en développe sur le territoire. Il y a d'autres acteurs comme Reavi, comme Mobius, comme la ressourcerie du BTP. Voilà, il y a des acteurs qui se mettent en place sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il faut avoir faut prendre conscience de la matérialité du territoire. Il y a une étude de l'APUR qui a été conduite l'année dernière. C'est plus de 10 millions de mètres carrés qui vont être déconstruits dans les prochaines années. Et encore davantage qui vont être construits. Donc à un moment donné, si on ne veut pas générer trop de déchets, si on ne veut pas dépendre d'approvisionnement extérieur, il y a un vrai passage à l'échelle qui va devoir se faire sur ces plateformes physiques. Très bien, juste une dernière question, puis on verra s'il y a des questions aussi avec la salle. Adriane, donc il y a une charte du réemploi qui est en train d'être signée, que peut-être Seine-Saint-Denis Habitat, vous avez déjà signée. Comment ça se passe? On est en train de structurer une charte, effectivement, dans le cadre de ce plan des plateformes pour la construction circulaire. Le but de la charte, c'est de mettre
de créer un lien de confiance, on va dire, qui est entre tous les acteurs de la chaîne de valeur. Bien sûr, les maîtres d'ouvrage, mais aussi les entreprises de travaux, les prescripteurs en amont, les collectivités, pour mettre à disposition du foncier, les plateformes qui doivent encore parfois rassurer sur les produits. Donc, il y a tout un enjeu autour de ça qu'on construit, et le but derrière, ce sera de passer sur la problématique de l'offre aussi, et de mettre à disposition du foncier pour massifier ces plateformes. Vous avez signé, ouais, on a signé une charte d'engagement économie circulaire sur le territoire de Plaine Commune cet été. On s'apprête à la signer sur le territoire d'Est Ensemble, sur lequel a lieu le projet de Romainville-Gagarine dont j'ai parlé. Et on participe de façon étroite avec la métropole du Grand Paris à l'élaboration de la charte métropolitaine, et on sera assurément parmi les premiers signataires, effectivement. Bravo à tous les trois. Peut-être juste pour clore cette séquence, Alexandre, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques là sur le chat? Pour ouvrir le bal, je pense qu'il y a une question qu'on se pose tous, même si on n'ose pas trop la poser sur le chat. Moi, c'est une question plutôt à destination de Lucas et Camille. C'est pour un organisme HLM qui souhaiterait vraiment s'engager sur ce type de démarche. Chantier zéro déchet, est-ce que vous avez des recommandations en particulier? Camille? Très bien, j'avais laissé la parole à Lucas en premier, mais aucun souci. Moi, je pense que c'est important de s'y prendre le plus tôt possible et de se faire accompagner par un AMO économie circulaire, puisque c'est des démarches encore très exemplaires, mais très expérimentales également. Et donc, s'y prendre le plus tôt possible, donc minimum 3 à 6 mois avant la rédaction du dossier de consultation des entreprises, pour vraiment déterminer les potentiels d'économie circulaire et les transcrire dans les pièces marché, pour les rendre finalement opérationnelles et qu'elles soient possibles, réalisables. Et puis, ne pas hésiter à solliciter les partenaires techniques et financiers que sont, par exemple, les territoires. Je pense effectivement à Est Ensemble pour lequel, sans quoi tout cela n'aurait pas été possible, hein, puisque c'est eux qui financent aussi notre accompagnement auprès de SSDH et qui développent, comme le disait aussi Adrienne, des plateformes. Est Ensemble aussi en train de réfléchir à ces éléments-là. Et puis des partenaires financiers comme l'ADEME, la région, qui financent énormément également ces expérimentations. Merci Camille. Juste 2 mots, Lucas. J'allais redire ce qu'a dit Camille. Bon. S'appuyer sur les collectivités, c'est essentiel. Et puis prendre le sujet du réemploi le plus en amont possible des projets, c'est effectivement le principal sujet à prendre en compte. Très bien. Ben, merci beaucoup à tous les trois. Je vous invite à regagner la salle. Et je laisse la place alors à la deuxième séquence. Donc c'est Alexandra qui va l'animer, et j'invite aussi les intervenants à prendre place. Bonjour. Bonjour à tous, Alexandra Chamberlain, donc je travaille à la direction des investissements de la Banque des Territoires sur des enjeux liés à la cohésion sociale et territoriale, et notamment sur les thématiques de l'économie circulaire. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Dussuit pour le programme d'Utopreneur, mais qui travaille notamment avec le programme New Flow du groupe Valo, qui est un projet qu'on suit avec notre direction régionale Grand Est et avec lequel on densifie notre accompagnement, ainsi également que Sébastien Duprat pour Cycle Up, dont également donc Cécile a mentionné, qui est issue un petit peu de la maison et du groupe Caisse des Dépôts. Et l'objectif, c'est peut-être de vous présenter aussi donc 2 solutions de plateforme de réemploi des matériaux du BTP. On a pu voir au début donc l'enjeu que ça représentait pour les collectivités. On a fait également le petit topo réglementaire lors de la première session. Donc Sébastien, si tu veux rajouter peut-être 2 mots sur ce sujet. Je vais rajouter 2 mots, et Camille a fait un très beau panorama. Le point essentiel aujourd'hui, c'est l'enjeu de la construction bas carbone. On a parlé du volet de déchets, loi AGEC, mais avec la RE 2020 et avec l'ensemble des trajectoires de neutralité carbone que se donnent les maîtres d'ouvrage et les constructeurs, la question c'est où est-ce que je peux mettre 1 euro pour économiser tout de suite maintenant un maximum de carbone?
Et honnêtement, le réemploi et l'économie circulaire est extrêmement compétitif sur cette trajectoire-là, parce qu'on économise du carbone d'aujourd'hui, pas du carbone de dans 20 ans. Et à Glasgow, on va se dire qu'on n'a pas 20 ans pour résoudre la question. Donc c'est important de se dire que la question du déchet, c'est bien, mais c'est la construction aujourd'hui qui doit prendre sa part de travail sur la question de l'économie circulaire. Peut-être pour commencer, Nicolas, si tu peux nous parler un petit peu du projet donc New Flow, mis en œuvre dans le Grand Est, avec peut-être d'abord le contexte territorial et ensuite où on en est aujourd'hui du projet. Oui, tout à fait. Donc le contexte territorial, c'est important. Notre projet, il se passe sur le territoire d'Alzette-Belleval. Donc Alzette-Belleval, c'est un OIN, une opération d'intérêt national qui se situe sur 8 communes. 8 communes qui sont sur 2 départements, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, et qui ont aussi la particularité de ne pas être associées à une métropole française, puisqu'en fait la métropole qu'on peut associer à ce territoire-là, c'est la ville de Luxembourg. Et donc c'est un projet qui est, en plus d'être un projet important français, qui est aussi un projet transfrontalier. Ce territoire-là, c'était typiquement le vrai territoire sidérurgique du Grand Est. En fait, il y avait là-dedans la scierie de Micheville, qui, je pense que c'était 4500 emplois, et puis c'était à la fois des hauts fourneaux, une mine à ciel ouvert, et donc un énorme territoire qui est devenu une friche, et qui aujourd'hui représente beaucoup d'opportunités, puisque c'est justement la métropole de Luxembourg, et puis un vrai défi de réimplantation d'une dynamique de ce territoire-là. Et peut-être par rapport à l'opération d'intérêt national qui va avoir lieu, et comment s'insère un petit peu New Flow dans ce projet? Oui, le New Flow, en fait, c'est quelque part comment donner sens au fait que c'est une opération d'intérêt national et se donner les moyens, dans une opération qui est donc multi-chantier, d'optimiser ce qu'on va appeler l'écologie industrielle autour du projet, c'est-à-dire comment se demander comment faire pour que ce projet soit à la fois efficace d'un point de vue écologique, d'un point de vue emploi, et donc soit un vrai projet modèle de territoire. Et donc New Flow, et donc le groupe Valo a accompagné l'OIN avec ce cahier des charges-là, en se disant ce qu'il s'agit de réussir, c'est dans 3 domaines. On va avoir le domaine logistique, le domaine du facility management des chantiers, et puis le dernier qui est le réemploi des matériaux et le fait d'offrir ces matériaux dans une matériothèque. Donc si je reviens sur le premier, la logistique, l'idée c'est que quelque part c'est une logistique bien faite qui va faire qu'on va minimiser l'impact écologique de tous ces chantiers, à la fois sur les aspects entrants où il va s'agir de massifier tous les matériaux entrants et puis de faire du juste à temps avec les différents chantiers, et puis sur le sortant, où l'idée, ça va être de maximiser ce qu'on est capable de faire en termes de tri, maximiser bien sûr l'intérêt des exutoires, donc c'est-à-dire où est-ce que vont aller les matériaux, que ce soit vers du recyclage ou du réemploi, pour en tirer le maximum. Et ça, finalement, il faut de la place. Et donc l'idée de New Flow, c'est d'abord une plateforme physique où il va y avoir cette fonction logistique, tout un tas de services de facility management offerts aux différents chantiers. Donc, on parle de nettoyage, de tri, de gardiennage, tout ce qu'on peut imaginer. Et dernier point, la matériothèque qui va permettre de vendre ce qui peut être vendu parmi les déchets de construction ou de réhabilitation, puisque l'OIN, c'est les deux. Et donc tout ceci mis en place par le groupe coopératif Valo, qui est un acteur emblématique du territoire, en tout cas en Grand Est. Oui. Et peut-être pour revenir sur l'opération, donc c'est une opération de 8000 logements et c'est pour 20 000 habitants. Donc véritablement, c'est d'intégrer cette logique d'économie circulaire sur cette opération et cette ampleur. Merci Nicolas. Peut-être Sébastien également, si tu peux nous dire quelques mots sur Cycle Up aussi, et quelles solutions finalement vous apportez, que ce soit à des bailleurs, à des collectivités. Oui, je pense qu'on partage avec Nicolas la même ambition, c'est de la sobriété, du développement des territoires avec une économie utile et intelligente sur le territoire, et
et le tout en offrant tous les services nécessaires. Et donc, quand on a créé CycleUp, il y a presque 4 ans, l'objectif, c'est de développer toutes les solutions utiles pour rendre possible le réemploi dans l'immobilier, dans la construction. Et quand je dis toutes les solutions, ça va d'une gamme digitale complète qui va de l'appli de diagnostic, la marketplace pour échanger, calculer le carbone, réassurer les produits, les connexions avec le BIM, et toute cette digitalisation qui permet la massification et la traçabilité. Mais c'est aussi une gamme de services, de conseils, d'architectes, d'ingénieurs, qui discutent avec les assureurs, les contrôleurs techniques, qui discutent avec les entrepreneurs et les constructeurs pour lever les freins techniques et méthodologiques. Aujourd'hui, avec les évolutions légales et normatives, si je veux être provocateur, je dis qu'il n'y a plus aucun frein juridico-administratif pour faire du réemploi. On peut si on veut. C'est juste que ce n'est pas comme d'habitude. Et le vrai frein aujourd'hui, c'est que ce n'est pas comme d'habitude. Mais il n'y a pas de frein juridique, il n'y a pas de frein assurantiel, il n'y a même parfois pas de frein économique. Par contre, ce n'est pas exactement comme d'habitude, ce n'est pas exactement les mêmes acteurs. Et nous, on est là pour accompagner, soit pour la déconstruction, soit pour la reconstruction, les acteurs. Voilà, il y a véritablement des logiques encore à mettre en place. Et on parlait tout à l'heure d'écologie industrielle, en quelque sorte. Il y a des écosystèmes territoriaux aussi à mettre en place. Et c'est peut-être ça le frein aujourd'hui, en tout cas, qui peut être parlé. Peut-être un autre point aussi, c'est vos 2 projets aussi portent une forte dimension sociale. Et on se rend compte que non seulement, en fait, il y a une logique d'économie circulaire, on parle beaucoup de la dimension environnementale. Et on en a beaucoup parlé lors du premier échange. Qu'en est-il aussi un petit peu de la dimension sociale des projets que vous portez? Nicolas, pour commencer. Alors, le groupe Valo, c'est une entreprise d'insertion. Donc, la totalité des opérateurs qui vont être là dans cette plateforme sont des personnes en insertion. Et donc, c'est des contrats qui vont durer 2 ans, qui vont permettre un apprentissage pendant ces 2 ans et qui sont clairement qui ont clairement l'objectif d'être un tremplin vers l'emploi durable. Et clairement, plus on est dans l'écologie industrielle, plus on porte vraiment des ambitions et plus la valeur sociale des emplois qu'on crée est présente aussi. Et donc, il s'agit aussi d'emplois donc locaux, justement, dans cette région où il y a beaucoup de difficultés, avec notamment l'attrait du Luxembourg. Tu le mentionnais en amont. Peut-être Sébastien aussi, sur la dimension sociale de CycleUp? Oui, en complément de nos expertises techniques et métiers, c'est vrai, plutôt porté par des profils ingé, archi, qui ont une habitude des enjeux de construction. On a créé il y a maintenant 6 mois à Saint-Ouen un entrepôt dans lequel on fait de la logistique, du reconditionnement, et ça, on l'a fait en partenariat avec Ares. Et c'est vrai que quand on a vu nos 3 premiers acteurs en insertion rejoindre l'équipe, comme des équipiers de CycleUp, je ne vous dirais pas que j'ai versé ma petite larme, mais j'ai eu vraiment l'impression d'être utile sur le territoire et de concrétiser des emplois maintenant, du carbone maintenant et des déchets maintenant. Et ça, c'est important. C'est des solutions temps court dont on a besoin et qui s'implémentent sur les opérations. Et ce partenariat peut être relocalisé à Saint-Ouen avec Ares, justement, est-ce qu'il est voué aussi à accompagner le développement de CycleUp dans d'autres territoires ou d'autres régions? Notre projet de développement, il vise plusieurs territoires. Aujourd'hui, on a identifié 3 hotspots en dehors de la région parisienne dans lesquels on va trouver une intensité constructive ou de rénovation, qui est la région lyonnaise. L'ouest, entre Rennes et Nantes, on n'a pas encore fait notre choix entre les 2 pôles urbains, et le sud-ouest, aux alentours de Toulouse, où il y a des dynamiques urbaines qui nous permettent aujourd'hui d'imaginer nous démultiplier dans les mois qui viennent. Le sujet, c'est qu'à chaque fois, c'est du multilocal. C'est-à-dire, on n'a pas vocation à être des flux globaux sur toute la France et à trimballer des interrupteurs sur des milliers de kilomètres, mais c'est bien d'implémenter à chaque fois un écosystème, des partenariats auprès des acteurs locaux avec les emplois qui vont avec. Peut-être soit on peut passer aux questions. Je ne sais pas s'il y en a aussi, Alexandre. Donc actuellement, il n'y a pas de questions, mais moi j'aurais une question au sujet Nicolas, au sujet de ton modèle économique. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? Alors, le modèle économique, il tient d'abord sur la massification. Pour qu'une plateforme comme Newflow fonctionne bien, il faut qu'il y ait un tonnage de déchets à traiter qui soit cohérent avec l'activité, la complexité de ce qu'on veut mettre en place. Donc là, un projet comme celui-là, ça va marcher si on est autour de 3500-4000 tonnes de déchets à traiter par an.
Après, c'est par essence un projet qui est un projet de territoire, et donc ça s'inscrit dans un écosystème global qui mérite d'être étudié systématiquement. Et donc, pour faire un projet de ce type-là, il n'y a pas d'abac, il y a une vraie étude à faire. Les distances sont importantes, la capacité de revendre ou pas les matériaux est importante aussi. C'est des projets qui nécessitent des études, qui nécessitent d'être réellement implantés dans un territoire, et c'est là qu'ils vont avoir de la valeur et une efficacité économique en même temps. Et peut-être un autre élément aussi intéressant à la fois dans les deux projets, c'est l'articulation entre une plateforme numérique et une plateforme physique. On voit en fait les deux besoins, et est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus le rôle du numérique et le rôle aussi du physique et du logistique dans chacune des plateformes de réemploi que vous animez? Alors, moi, le numérique, il a deux rôles. Le premier, c'est d'assurer la traçabilité, la continuité de l'ensemble des calculs, parce que le déchet, on a mis un certain nombre d'années à éviter qu'il se passe des choses assez mauvaises sur la traçabilité, sur l'élimination sauvage des déchets. Il ne faut pas que le réemploi contribue à perdre cette qualité de suivi et cette traçabilité. Donc, le numérique permet de continuer à suivre avec des bons de commande, des achats, des transactions. Il a un deuxième rôle, c'est de montrer la diversité des gisements pour pouvoir inspirer les concepteurs avec une diversité de ressources possibles pour construire le projet. Et c'est là où l'utopie initiale, le projet romantique du je démolis d'un projet pour reconstruire dans un autre projet, c'est dans la même temporalité, c'est les bonnes quantités, le prix va être compatible avec mes coûts de déconstruction, ça n'arrive qu'à un certain nombre de fois extrêmement limité, avec beaucoup de volontarisme. Et finalement, si on veut massifier, il faut aussi qu'on vende des matériaux à des gens qu'on ne connaît pas, sur un territoire qu'on ne connaît pas, et qui ont un besoin qu'on ne connaît pas, et qui économiquement ça fonctionne. Et ça, le numérique permet de massifier l'offre et la demande pour espérer rendre un peu de liquidité sur ce marché-là. Et peut-être un autre enjeu aussi, et tu mentionnais au départ, Nicolas, c'est quels sont justement éventuellement ces clients. Est-ce qu'on reste en fait avec uniquement des clients collectivités, bailleurs, promoteurs, constructeurs, professionnels du BTP? On a vu l'emploi de cette matériothèque. On parlait également dans l'échange d'avant aussi de données, ou en quelque sorte de vendre à des acteurs de l'ESS. Quels peuvent être aussi les différents exutoires, en tout cas que vous voyez, des ressources, donc pas forcément des exutoires, des ressources qui sont sur vos plateformes? Alors peut-être en commençant par toi, Sébastien. Alors nos clients, ça va de Emmaüs à des géants mondiaux de la construction pour des très grands projets. Et les prix, ça va d'un écosystème non marchand qui a beaucoup de qualité humaine, mais qui a parfois des déficits de fiabilité et de quantité absorbée, parce que les gros projets sont des grands projets chers, privés, avec des acteurs qui peuvent prendre des grands volumes. Le secteur associatif et non marchand, il n'a pas la même capacité d'absorption. Et donc nous, on combine tout ça et on essaye de servir avec autant de services et de qualité le petit artisan du quartier, l'association qui fait de l'hébergement temporaire et d'urgence, et le grand chantier qui, pour sa RSE, utilise des matériaux de réemploi dans le cadre de sa stratégie bas carbone. Et nous, on travaille avec l'ensemble de ces acteurs-là. Et peut-être, Nicolas, comment est venue l'idée justement d'ajouter une matériothèque justement à la plateforme Newflow? Alors clairement, l'idée de la matériothèque, c'est d'abord d'aller au bout de la logique d'écologie industrielle. Hein. Si on... quelque part, les questions qu'on a à se poser dans l'ordre, c'est comment je ne crée pas de déchets, ça c'est la question numéro 1. La question numéro 2, c'est comment je le réemploie. Et la question numéro 3, comment je le recycle. Et donc la matériothèque, surtout quand on a réussi à mettre en place une massification importante, elle a tout son sens parce que quelque part c'est mieux quoi, que de retransformer un matériau. L'OIN, c'est une opportunité clairement parce que un grand projet d'intérêt national porté par la personne publique, c'est un déclencheur hyper intéressant. Effectivement, il s'agit derrière de s'adresser à l'ensemble des acteurs économiques du territoire. Et ça, quelque part, c'est ça aussi qui va rendre le projet économiquement efficace. Mais c'est bien parce que la personne publique a voulu faire ça au début et a apporté l'ambition en grand que derrière, c'est l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir suivre. Je ne sais pas, Alexandre, si on a des questions.
On n'a pas d'autres questions, mais j'invite toutes les personnes sur le chat à ne pas hésiter à communiquer une question à l'écrit et on la retranscrira. Voilà. Très bien. Et je pense qu'on va tourner pour la prochaine table ronde. Je te rends le micro. Merci. Donc, dernière séquence. Et j'invite, et j'ai le plaisir de présenter, donc vous m'entendez là, Tony Cazé, donc qui est responsable recherche et innovation au Foyer Rémois. Bonsoir Tony. Bonsoir. Et Élodie Massé, donc vous êtes tous les deux en visio, et Élodie, vous êtes ingénieure conception environnementale chez Artelia. Bonsoir Élodie. Alors, on va continuer sur la région Grand Est avec vous deux pour une opération très importante de déconstruction de 11 immeubles à Vitry-le-François. Donc, Tony, je voulais avoir, bon, c'est pas une démarche courante. Effectivement, on disait dans la table ronde précédente, il faut faire autrement. Quel a été le point de départ au Foyer Rémois sur cette opération pour faire de la déconstruction et pour faire du réemploi, du recyclage? Effectivement, alors le point de départ pour le Foyer Rémois est venu en fait de la collectivité, puisque le site sur lequel va se faire cette expérimentation d'économie circulaire est dans un quartier qui est ciblé avec le NPNRU, et donc le Foyer Rémois a pris des engagements au travers du NPNRU sous l'impulsion de la collectivité. Et je vais passer la parole à Élodie sur le sujet, Artelia est intervenue bien avant le Foyer Rémois pour accompagner la collectivité. Voilà, tout à fait. En effet, la communauté de communes Vitry-Champagné-d'Air en fait, s'est engagée dans une démarche forte de réemploi dans le cadre du renouvellement urbain du quartier du Hamois à Vitry-le-François. Et donc, nous a sollicité pour une étude préalable en fait, sur ce réemploi. On a réalisé un diagnostic ressources sur l'ensemble des logements qui allaient être déconstruits, ainsi que sur une école. Initialement, c'était plutôt sur la reconstruction en fait, du groupe scolaire qu'on a été sollicité, mais notre diagnostic a englobé l'ensemble des bâtiments sujets à des déconstructions. Et puis, on a pu, suite à ces diagnostics, proposer en fait quelques idées de démonstrateurs, donc des abris vélos, du mobilier urbain, des serres également, donc à base de fenêtres récupérées sur les déconstructions, donc le mobilier urbain plutôt à partir de marches granito par exemple, et puis après on avait aussi des projets de réemploi de garde-corps ou ce genre de choses pour des racks à vélo. Et puis, ce sont ces études préliminaires du coup, qui ont impulsé la démarche derrière du Foyer Rémois. Je vais laisser Tony reprendre la parole. Effectivement, donc c'est suite à ces études, la collectivité a sollicité le bailleur social pour en fait fournir des ressources. Et à ce moment-là, en fait, du projet de démolition en plusieurs phases, le Foyer Rémois était un peu démuni puisqu'on a plutôt subi la démarche. L'entreprise n'était pas prévenue que l'on allait lui demander de la dépose sélective. Le responsable d'opération chez nous a été pris de court également avec aucune expérience en la matière. Et autant vous dire que du coup, ça a été très mal vécu. Ça a généré des surcoûts. Et donc, fort de tout ça... Beaucoup de frais en interne. Effectivement, ouais. Et du coup, c'est ce qui nous a poussé finalement à vouloir nous approprier la démarche et monter en compétences. Et partant de là, on a confié la mission d'AMO Économie Circulaire à Artelia pour la tranche suivante. Et donc, c'est tout l'objet du sujet dont on parle aujourd'hui, en fait. Mais au départ, dans votre opération, votre objectif, c'était de réemployer le béton issu de démolition, donc réemployer sous forme de granulat de béton. Et vous dites, finalement, vous avez changé d'orientation ou d'objectif là-dessus. C'est plus votre priorité. Alors effectivement, à l'origine, le Graal qu'on a un petit peu vu à l'aune en plus de la RE 2020, c'était de se dire
on a un gisement alors j'ai pas le chiffre en tête, mais d'une quantité en tonnes monumentale de béton, puisque dans ce quartier-là, c'est plus de 1000 logements que l'on démolit. On va démolir quasiment l'ensemble du quartier à l'issue des 6 phases de démolition. Donc c'est très long dans le temps, et on s'est dit, on n'a pas besoin de trop se prendre la tête pour assurer la planification de la ressource, puisque les démolitions vont durer des années et les constructions vont venir à moyen terme. Et on s'est dit, comment convaincre les décideurs chez nous d'adhérer à la démarche d'économie circulaire. Le béton, le réemploi des granulats de béton semblait un sujet relativement simple, puisqu'on a des carriers dans un périmètre assez proche en fait de la ville de Vitry, le François. Et donc, tout de suite, on pouvait, sans trop faire bouger la ressource, pouvoir la réutiliser pour la construction neuve. Et se dire, voilà, on a une ressource qu'on ne va pas aller puiser. On pense tout de suite que ça va nous donner des points pour la RE 2020, faire des économies de carbone, etc. Et donc, on a creusé pas mal ce sujet-là. On s'est rapproché, on a tenté de contacter des carriers. Ça a été particulièrement compliqué parce que le carrier ne connaît pas le bailleur social. Il y a toujours des intermédiaires. Donc, quand j'appelle des carriers, en général, on ne me rappelle jamais, pour être très clair. Et donc, on a fini par essayer de contacter des maçons qui, eux, par contre, on discute avec eux, et des démolisseurs. Et au final, en faisant le tour du sujet, en tout cas, le sujet carbone n'est pas si intéressant que ça, Oui. puisque 30% de granulats recyclés dans du béton, où le granulat ne représente au total que 15%, faites le calcul simplement, c'est 5% d'impact sur le carbone. Donc au final, malheureusement, le sujet du carbone et de la réglementation pour essayer de construire toujours dans des coûts maîtrisés n'est pas le bon point d'appui. Et pour le moment, en tout cas, les décideurs ne sont pas forcément très sensibles au sujet de la ressource. Ce qui est bien dommage, mais j'espère que ça arrivera prochainement. Très bien. Et du coup, en interne, vous disiez il y avait pas mal de freins, où vous n'étiez pas forcément moteur au départ sur cette démarche. Est-ce que ça évolue? Est-ce que vous pouvez démontrer avec ce projet-là finalement, alors l'impact aussi environnemental, pas que carbone? Comment ça se passe? Vous avez besoin de rassurer en interne? Est-ce que l'apport d'Artelia a été aussi important sur ce point? Alors effectivement, on a toujours besoin de rassurer en interne. Au foyer Rémois, on est réellement des débutants en matière d'économie circulaire. Les décideurs sont surtout freinés par... alors ça a été évoqué auparavant, donc je vais faire un redit, mais très clairement, le sujet assurantiel, le réemploi par exemple, on voit à l'écran des radiateurs en fonte, qui sont certainement beaucoup plus qualitatifs que les radiateurs en acier qu'on installe classiquement dans les constructions neuves. Toutefois, à la fois les installateurs, les exploitants font un peu des levées de boucliers à réemployer ce genre d'équipement, même remis à neuf. Donc les décideurs chez nous sont sensibles à ça. Les décideurs ont peur aussi de l'impact financier. Et ensuite, on a les opérationnels chez nous qui ont peur de ne pas réussir à maîtriser des démolitions qu'ils n'ont pas l'habitude de faire de manière sélective, de ne pas maîtriser les entreprises qui vont avoir peur de faire de la dépose sélective. Donc en fait, tout le monde a peur. Hein. Voilà. Ça fait beaucoup de freins, oui. C'est ce qui se passe avec les sujets innovants, tout le monde a tout. Ce qu'on disait à la séquence précédente, effectivement, il y a des questions techniques, assurantielles, etc., mais qui se règlent. Et si on a vraiment la volonté d'y aller, c'est ce que vous faites, parce que vous le démontrez et vous avancez sur ce projet, on peut le faire. Effectivement, les filières ne sont pas forcément en place sur la région. Est-ce qu'il y a des bénéfices que vous percevez déjà ou c'est un peu trop tôt? Je dirais que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Je peux laisser Élodie peut-être qui a plus d'expérience que moi abonder. En fait, pour le moment, c'est vrai qu'on est encore assez en amont de la démarche. On est en train de déterminer finalement quelles vont être les pistes complètement retenues pour ce projet, parce que je pense que, en fait, une idée à retenir, c'est sans doute ça, c'est qu'il faut certainement pas se lancer dans toutes les idées d'un coup, parce que c'est trop de choses à modifier par rapport aux habitudes, trop de choses à organiser, et il vaut mieux se concentrer sur ce qui est plus pertinent pour le projet. Donc en effet, par exemple, ici, la piste des radiateurs en fonte, même si on a des freins par rapport à ça, elle semble quand même très très pertinente,
Et là, pour le coup, en termes de carbone, on a un vrai impact qu'on peut montrer comme ça. Enfin, même si je suis bien consciente qu'il n'y a pas que le sujet carbone qui est important, c'est vrai que ça reste le seul indicateur actuellement qui est écouté et qui a du poids. Donc, il y a ce sujet-là. Après, sur des idées un petit peu plus de transformation, c'est aussi quelque chose qu'on va consolider en se concentrant aussi, je pense, sur maximum 2 pistes pour pas s'éparpiller et ensuite pouvoir reproduire ce qui a été fait, ce qui a marché là et élargir le champ d'action pour les prochains projets. Mais justement, sur d'autres projets, Tony, vous allez continuer, poursuivre la démarche? Est-ce que les chargés d'opération chez vous, ils sont sensibilisés, ils sont acculturés? Comment ça évolue? Je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, en fait, ça va surtout dépendre de la demande du... Bien sûr, je vais éviter de dire des bêtises. Ça va surtout en fait dépendre du politique et de nos engagements. En fait, je vous ai parlé tout à l'heure du NPNRU, mais très clairement, en fait, en tout cas au foyer rémois, on est plus en réaction à une demande en fait à de la commande publique, tout simplement. Par contre, on commence à entrevoir quelques avantages que j'aurais pu vous citer juste avant. Classiquement, on a pas mal de difficultés à répondre en fait à nos obligations et à nos engagements en termes d'heures d'insertion dans les chantiers en site en rue et même hors site en rue, parce que les entreprises ont du mal à faire appel à du personnel en insertion. En général, les entreprises le vivent assez mal. Et pour le coup, les filières d'économie circulaire nous semblent être en tout cas une bonne solution pour placer des heures d'insertion, pour mobiliser les habitants du quartier qui sont en recherche d'insertion tout simplement. Mais donc c'est un des points qui nous semble intéressant et j'espère que les collectivités en tout cas vont réellement s'approprier le sujet parce que très clairement le foyer rémois ou en tout cas beaucoup de bailleurs ne pourront pas déployer seuls des sujets de ce type-là. C'est beaucoup trop complexe. On doit être accompagné en fait main dans la main entre le bailleur et la collectivité. C'est un travail de groupe. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage. Peut-être juste un dernier point, parce que vous parliez de prototypage des produits de sortie. Donc ça aussi, c'était une question, une façon de se rassurer sur ce qu'on pouvait délivrer. Vous en êtes toutes ces prototypes et c'est quoi exactement comme produit de sortie? Alors justement, pour l'instant, on n'a pas encore déterminé les produits de sortie retenus, mais ça sera probablement du mobilier urbain ou du dallage, par exemple, à partir de marches granito. Après, il y avait peut-être l'idée de rack à vélo aussi à partir de garde-corps. Après, parce que certaines solutions qui ont été évoquées dans le cadre de l'étude réalisée pour la communauté de communes, comme des serres par exemple, n'ont pas forcément d'application immédiate pour le projet. Donc on va peut-être se concentrer sur des plus petites choses, mais en fait on est en train d'étudier la façon dont on va réussir à pouvoir déposer les éléments pour réaliser ces prototypages sans causer trop de problèmes de sécurité, à la fois au niveau structurel et au niveau de l'accès du bâtiment, notamment si on retire des marches, par exemple. Enfin voilà, pour l'instant, on est encore en train de gérer des problèmes très très pratiques pour mettre en place tout ça. D'où l'importance aussi d'échanger, alors soit en interrégion, soit localement. C'est ce qu'on a commencé à faire avec d'autres bailleurs du Grand Est sur toutes ces démarches. Mais merci beaucoup à tous les deux. Questions? Non, pas de questions, pas de réaction particulière. Je crois, Véronique, que tu as posé les questions qui étaient en suspens. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce groupe de travail et d'échange que tu mènes au sein de l'Union sociale pour l'habitat? Oui, donc il y a plusieurs sujets, mais il y a notamment un chantier collaboratif. Donc en fait, c'est un groupe de travail de bailleurs qui sont intéressés par un sujet, quel que soit leur niveau d'avancement sur le sujet. En l'occurrence, c'est l'économie circulaire et dans la construction, donc l'écologie industrielle territoriale. Et on anime avec Alexandre des petits groupes régionaux et on progresse, chaque bailleur progresse ensemble, on partage les expérimentations des uns et des autres. Très bien.
Je crois qu'on va pouvoir clore cette séquence. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Merci également aux personnes qui sont au hub et surtout à tous nos témoins, grâce à qui je pense qu'on repart en fait avec chargé d'exemples, de retours d'expérience et de solutions. Je te remercie aussi particulièrement, Véronique, d'avoir permis cet événement organisé ensemble. Et je vous dis à très bientôt au Hub des Territoires.